Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous explorons les grands stratèges qui ont forgé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la vie d'Alexandre Vassilievski, le brillant commandant soviétique dont l'ingéniosité et le leadership furent décisifs dans la victoire de l'Armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. Avant de nous immerger dans son histoire fascinante, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos impressions en commentaire, de partager cette vidéo et de vous abonner à Stratégos pour continuer à découvrir les épopées de la stratégie militaire. Que l'histoire commence. Partie 1. Les débuts d'un stratège. Dans le vaste théâtre de la Seconde Guerre mondiale, peu de noms résonnèrent aussi fortement dans la machine militaire soviétique que celui d'Alexandre Mikhailovitch Vassilievski. Général, stratège, visionnaire, il fut l'architecte de certaines des victoires les plus décisives de l'URSS contre la redoutable armée allemande. Mais qui était cet homme? Comment un enfant d'origine paysanne, né dans un village reculé de Russie, est-il devenu l'un des maîtres d'œuvre de la victoire soviétique? Le 30 septembre 1895, dans le petit village de Novaya Golchika, dans la région de Kostroma, naquit Alexandre Mikhailovitch Vassilievski. Son foyer était une maison modeste, nichée dans un paysage rural où les saisons rythmaient la vie quotidienne. Alexandre était le quatrième de 8 enfants, dans une famille profondément religieuse. Son père, Mikhail Alexeyevitch, était un prêtre orthodoxe, tandis que sa mère, Nadejda Ivanovna, consacrait sa vie à l'éducation de ses enfants et à l'entretien du foyer. La vie dans l'Empire russe était rude pour les familles paysannes. La faim, les maladies et les conditions climatiques extrêmes faisaient partie du quotidien. Pourtant, les Vassilievski mirent un point d'honneur à offrir une éducation à leurs enfants, un privilège rare à l'époque. Ce choix allait s'avérer déterminant pour l'avenir d'Alexandre. Dès son plus jeune âge, Alexandre se distingua par sa curiosité et son sens du devoir, des traits de caractère hérités de son père. Mikhail rêvait que son fils suive la tradition familiale et devienne prêtre, une vocation respectée dans la Russie tsariste. Mais le destin en décida autrement. Alexandre intégra l'école paroissiale locale, où il se fit remarquer pour son intelligence et sa discipline. Ses professeurs le décrivirent comme un jeune sérieux, appliqué et doté d'un fort sens des responsabilités. Ces années de formation forgèrent en lui des valeurs essentielles qui l'accompagneraient toute sa vie. La persévérance, la patience et le dévouement. Après avoir terminé l'école paroissiale, Alexandre fut envoyé au séminaire de Kostroma. Là, il commença à se forger intellectuellement. Bien que son environnement fût profondément religieux, l'enseignement du séminaire comprenait également des disciplines telles que la philosophie, l'histoire et la littérature, élargissant son horizon et éveillant sa curiosité pour le monde extérieur. Cependant, un événement historique allait bouleverser son existence et marquer un tournant décisif dans sa vie. En 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale bouleversa le destin de millions de jeunes Russes, et Alexandre ne fit pas exception. Les images des soldats partant au front, les appels patriotiques et l'atmosphère d'incertitude qui régnait dans le pays l'amenèrent à remettre en question son avenir. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer son destin, abandonner le séminaire et s'engager dans l'armée. Il intégra l'école militaire d'Alexeyevskoye, où il entama sa formation de cadet. C'était un monde totalement différent de celui auquel il était habitué, rempli de défis physiques et émotionnels. Mais son esprit de discipline et son sens du travail acharné lui permirent rapidement de se distinguer parmi ses camarades. En 1915, fraîchement diplômé, il fut envoyé sur le front occidental en tant que sous-lieutenant de l'armée impériale russe. Là, dans les champs de bataille boueux de la Première Guerre mondiale, Alexandre Vassilievski fit pour la première fois l'expérience des réalités brutales de la guerre moderne. Tranchées glaciales, bombardements incessants et perte de camarades proches. Ces années furent à la fois un baptême du feu et une véritable école pour le jeune officier. Il apprit à prendre des décisions rapides sous pression, à coordonner des opérations complexes et surtout, à comprendre que la stratégie et la préparation étaient tout aussi essentielles que la force brute sur le champ de bataille. Cependant,
Le monde qu'Alexandre connaissait changeait rapidement. Alors qu'il combattait au front, les tensions à l'arrière ne cessèrent de croître. L'année 1917 marqua un tournant dans l'histoire de la Russie. La révolution de février renversa le tsar Nicolas II et quelques mois plus tard, la révolution d'octobre porta les bolcheviks au pouvoir. Pour Alexandre et ses camarades officiers, ces événements plongèrent l'armée dans une incertitude totale. Beaucoup d'officiers impériaux furent démis de leurs fonctions, persécutés ou même exécutés par les nouveaux dirigeants communistes. Conscient du danger, Alexandre prit une décision pragmatique, s'adapter au nouvel ordre. En 1919, il rejoignit l'armée rouge, non par conviction idéologique, mais par instinct de survie. Cette décision, bien que controversée, lui permit de poursuivre sa carrière militaire dans un contexte où nombre de ses anciens compagnons périrent. Cette transition ne fut pas facile. Alexandre dut prouver sa loyauté au nouveau régime tout en préservant son intégrité et en restant concentré sur ce qu'il savait faire de mieux, la stratégie militaire. Contrairement à de nombreux officiers qui se laissèrent piéger par les intrigues politiques, il choisit de rester en retrait, se consacrant exclusivement à son entraînement et au perfectionnement de ses compétences. Durant les années 1920 et 1930, Alexandre gravit progressivement les échelons de l'armée rouge. Il devint un expert de la stratégie militaire, analysant les campagnes du passé et développant une approche rigoureuse et méthodique pour la planification des opérations. Ces années de calme relatif lui permirent d'affiner sa capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi et à coordonner les ressources avec une précision redoutable. Ce fut une période d'apprentissage incessant, marquée par une éthique de travail inébranlable et une dévotion totale à sa profession. Alors que d'autres cherchaient à obtenir du pouvoir politique, Alexandre se préparait pour la prochaine grande guerre, une guerre qu'il savait inévitable. Alexandre Vassilievski ne devint pas un stratège du jour au lendemain. Son voyage des terres enneigées de Novaya Golchika au poste stratégique de l'armée rouge fut long et semé d'embûches. Mais ses premières années, marquées par le sacrifice, l'apprentissage et l'adaptation, posèrent les fondations d'un héritage qui allait changer le cours de l'histoire. Partie 2. L'ascension en Union soviétique. L'histoire d'Alexandre Vassilievski n'est pas seulement celle d'un soldat brillant, mais aussi celle d'un homme qui a navigué habilement dans un océan d'intrigues politiques et de dangers mortels. De la révolution russe aux années précédant la Seconde Guerre mondiale, il a su s'adapter, survivre et prospérer dans un régime qui a broyé nombre de ses contemporains. Comment est-il passé du statut d'officier sans affiliation idéologique claire à celui de stratège influent de l'Union soviétique? Quel rôle a-t-il joué dans la modernisation de l'armée rouge et comment a-t-il survécu aux grandes purges staliniennes? Accompagnez-nous dans cette étape cruciale de la vie d'Alexandre Vassilievski, son ascension en Union soviétique. En 1919, alors que la Russie sombrait dans le chaos de la guerre civile, Alexandre Vassilievski prit une décision pragmatique: rejoindre l'armée rouge. Pour de nombreux officiers de l'ancienne armée impériale, cette transition représentait une trahison totale de leurs valeurs. Mais pour Vassilievski, il s'agissait avant tout de survie et d'opportunité. Au départ, les choses furent difficiles. Les bolcheviks se méfiaient des anciens officiers tsaristes, dont beaucoup avaient rejoint l'armée blanche. Pour prouver sa loyauté, Vassilievski devait faire preuve d'une dévotion absolue au nouveau régime, sans pour autant perdre son professionnalisme militaire. Très vite, Vassilievski se distingua par ses capacités organisationnelles et son travail acharné. Alors que d'autres cherchaient à gagner des faveurs politiques, lui se concentrait sur l'apprentissage et l'amélioration de ses compétences militaires. Cet état d'esprit lui permit de surmonter les barrières idéologiques et de s'imposer comme un officier fiable et efficace. Durant les années 1920, l'Union soviétique était confrontée au défi de moderniser son armée. La Première Guerre mondiale avait révélé que les tactiques traditionnelles étaient désormais obsolètes. Il fallait s'adapter à une époque de guerre mécanisée, où la mobilité, la coordination et la technologie étaient devenus les facteurs clés de la victoire. C'est dans ce contexte qu'Alexandre Vassilievski se retrouva sous l'influence d'un des plus brillants stratèges militaires de son époque, Mikhaïl Toukhatchevski. Considéré comme le Napoléon rouge,
Toukachevski dirigeait un mouvement de réforme profonde visant à transformer l'armée rouge en une force moderne, dynamique et technologiquement avancée. Vassilievski participa activement à la mise en œuvre de nouvelles doctrines militaires, prenant part à des exercices et simulations où l'artillerie, les chars et l'aviation étaient intégrés dans des opérations coordonnées. C'est à cette époque qu'il développa son propre style stratégique, combinant une logistique minutieuse, l'effet de surprise et l'usage intelligent de la supériorité numérique pour submerger l'ennemi. Mais alors que l'armée rouge progressait vers la modernité, une ombre menaçante s'abattait sur ses rangs. L'année 1937 marqua le début des grandes purges de Staline, une série de répressions massives qui touchèrent toutes les sphères du pouvoir soviétique, y compris l'armée rouge. Mikhaïl Toukachevski, le mentor de Vassilievski, fut arrêté, accusé de trahison et exécuté, tout comme des milliers d'autres officiers. Les purges décimèrent la structure de commandement de l'armée rouge, laissant l'URSS gravement affaiblie face aux menaces extérieures. Vassilievski, conscient du danger, adopta une posture discrète, évitant les querelles politiques et se concentrant exclusivement sur ses compétences militaires. Cette prudence lui sauva la vie et lui permit de continuer son ascension. Mais à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS allait bientôt faire face à son plus grand défi, et Alexandre Vassilievski était sur le point de jouer un rôle décisif dans l'histoire. Dans ce climat de paranoïa et de peur, Alexandre Vassilievski se retrouva dans une position précaire. Bien qu'il ait travaillé en étroite collaboration avec Toukachevski, il réussit à éviter toute implication dans les purges. Sa stratégie fut de garder un profil bas, évitant de s'impliquer dans la politique et se consacrant exclusivement à son travail militaire. Curieusement, les purges ouvrirent également une porte à son ascension. Avec l'élimination de nombreux officiers supérieurs, un vide se créa, permettant à des hommes comme Vassilievski de prendre leur place. En 1938, il fut nommé sous-directeur de l'état-major général de l'armée rouge, un poste qui lui donna accès au plus haut cercle de planification militaire. Alors que l'Europe était au bord de la guerre, l'Union soviétique commença à se préparer à l'inévitable. La signature du pacte Ribbentrop-Molotov en 1939 offrit un répit temporaire, mais peu de dirigeants soviétiques doutaient que l'affrontement avec l'Allemagne n'était qu'une question de temps. Durant cette période, Vassilievski joua un rôle clé dans la réorganisation de l'armée rouge. Son approche méticuleuse et sa capacité à coordonner des opérations complexes firent de lui l'un des principaux planificateurs militaires du pays. Il travailla sur la logistique d'une mobilisation massive, veillant à ce que les troupes soient prêtes à toute éventualité. Vassilievski consacra également du temps à l'étude des tactiques allemandes en Pologne et en France, analysant comment la Blitzkrieg combinait rapidité et coordination pour écraser ses adversaires. Il savait que, pour faire face à une menace de cette ampleur, l'armée rouge devait être plus rapide, mieux organisée et plus adaptable. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Vassilievski perfectionna un style stratégique qui le définirait dans les années à venir. Il comprit que la guerre moderne n'était pas seulement une question de force brute, mais aussi de préparation minutieuse et d'exécution précise. Son approche combinait 3 éléments clés: logistique, s'assurer que les troupes disposent des ressources nécessaires au bon endroit et au bon moment. Surprise, utiliser des manœuvres inattendues pour désorienter l'ennemi. Coordination, intégrer toutes les branches de l'armée dans des opérations conjointes afin de maximiser leur efficacité. Ces leçons, apprises en temps de relative accalmie, allèrent bientôt être mises à l'épreuve dans l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire. Alors que l'ombre de la Seconde Guerre mondiale planait sur l'Europe, Alexandre Vassilievski était prêt à jouer un rôle crucial dans le destin de l'Union soviétique. Il avait survécu aux purges, appris des meilleurs et perfectionné ses compétences stratégiques. Partie 3. La Grande Guerre patriotique. Lorsque le soleil se leva sur l'Union soviétique le 22 juin 1941, peu de gens pouvaient prévoir l'ampleur de la catastrophe qui allait se déchaîner. L'invasion allemande, connue sous le nom d'opération Barbarossa, déclencha un tourbillon de destruction, qui laissa le pays au bord de l'effondrement. Pourtant, au milieu de ce chaos,
des figures comme Alexandre Vassilievski se levèrent pour affronter le plus grand défi de leur vie. Le 22 juin 1941, les forces allemandes franchirent les frontières soviétiques dans une offensive massive qui s'étendait sur plus de 2900 km. L'opération Barbarossa débuta avec une démonstration de vitesse et de puissance sans précédent. Les forces soviétiques, prises au dépourvu et mal coordonnées, furent balayées. Des dizaines de milliers de soldats furent capturés et des villes entières tombèrent en quelques jours. À Moscou, les dirigeants soviétiques, y compris Staline, restèrent paralysés par l'ampleur du désastre. Dans ce contexte, Alexandre Vassilievski, alors adjoint au chef de l'état-major général, fut confronté à un défi monumental: concevoir une défense efficace en pleine crise sans précédent. Dès le début, Vassilievski adopta une approche différente. Il ne cherchait pas seulement à contenir l'ennemi, mais à comprendre ses mouvements. Ses analyses détaillées des schémas d'avancée allemands lui permirent d'identifier les faiblesses logistiques de l'ennemi. Bien que les ressources fussent limitées et que les pertes initiales soient écrasantes, Vassilievski contribua à coordonner l'évacuation stratégique des industries vers l'Est, garantissant ainsi la capacité de l'Union soviétique à poursuivre la guerre. À la fin de l'année 1941, les Allemands se rapprochaient dangereusement de Moscou. La capitale soviétique, symbole du régime et centre logistique du pays, était sur le point de tomber. Staline ordonna qu'elle soit défendue à tout prix. Ce fut à ce moment-là qu'Alexandre Vassilievski joua un rôle crucial. En tant qu'un des architectes de la défense de Moscou, Vassilievski travailla en étroite collaboration avec le général Zhukov, organisant des lignes défensives et coordonnant l'arrivée de renforts venus de Sibérie. Ces troupes, aguerries par des conditions extrêmes, s'avérèrent décisives. Le 5 décembre 1941, les Soviétiques lancèrent une contre-offensive qui repoussa les forces allemandes loin de Moscou. Ce fut la première grande victoire soviétique de la guerre et un coup dur pour le moral allemand. Pour Vassilievski, cette victoire ne marqua pas seulement un tournant dans le conflit, mais consolida également sa position en tant que l'un des stratèges militaires les plus influents de l'Union soviétique. En 1942, les Allemands redirigèrent leur offensive vers le sud, cherchant à capturer Stalingrad, un point clé sur la Volga. La bataille qui s'ensuivit ne détermina pas seulement le destin de la ville, mais aussi le cours de la guerre. Alexandre Vassilievski, désormais chef de l'état-major général, fut l'un des principaux responsables de la stratégie soviétique à Stalingrad. Plutôt que d'affronter frontalement les Allemands, il conçut une opération basée sur la patience et la précision. Tandis que les forces soviétiques résistaient à l'intérieur de la ville, Vassilievski et Zhukov planifièrent une contre-attaque massive, l'opération Uranus. La stratégie était audacieuse, un double encerclement pour piéger et isoler la 6e armée allemande. En novembre 1942, les troupes soviétiques lancèrent leur attaque depuis 2 flancs, surprenant les Allemands et enfermant plus de 300 000 soldats ennemis dans un gigantesque anneau d'acier. La reddition de la 6e armée en février 1943 marqua l'une des défaites les plus dévastatrices pour l'Allemagne nazie. Stalingrad ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi un symbole de résistance et de résilience. Et derrière cette victoire se trouvait le génie stratégique d'Alexandre Vassilievski, qui démontra que la combinaison d'une logistique précise, d'une coordination efficace et d'une audace maîtrisée pouvait vaincre même les armées les plus puissantes. Après Stalingrad, la Wehrmacht tenta de reprendre l'initiative sur le front de l'Est. À l'été 1943, les Allemands lancèrent l'opération Zitadelle, une attaque massive contre le saillant de Koursk. Ce fut la plus grande bataille de chars de l'histoire, et Vassilievski joua un rôle clé dans sa planification et son exécution. Anticipant l'attaque allemande, Vassilievski supervisa la création d'un vaste réseau de défenses en profondeur, comprenant des champs de mines et des lignes fortifiées. Lorsque les Allemands attaquèrent, ils furent confrontés à une résistance féroce. La contre-offensive soviétique, lancée après avoir épuisé l'ennemi, aboutit à une victoire décisive qui marqua le début d'une série d'avancées soviétiques vers l'ouest. Entre 1943 et 1944, sous la direction de commandants comme Vassilievski, l'armée rouge libéra de vastes régions d'Ukraine
de Biélorussie et des États baltes. La machine de guerre soviétique, désormais bien organisée et équipée, repoussa les Allemands jusqu'à leur propre territoire. Le succès d'Alexandre Vassilievski dans la Grande Guerre patriotique ne fut pas uniquement le fruit de son brillant esprit stratégique, mais aussi de sa capacité à travailler en équipe. Sa collaboration avec Zhukov illustra comment deux grands stratèges pouvaient se compléter, alliant audace et planification méticuleuse pour obtenir des résultats remarquables. Vassilievski comprit également que la guerre moderne nécessitait des opérations à grande échelle, où la logistique, la coordination et l'utilisation optimale des ressources étaient aussi cruciales que la force sur le champ de bataille. Cette vision stratégique permit à l'armée rouge de dépasser la Wehrmacht, non seulement en nombre, mais aussi en efficacité. À mesure que l'Union soviétique avançait vers la victoire, Alexandre Vassilievski s'imposa comme une figure centrale de l'histoire militaire du XXe siècle. Des tranchées de Moscou aux batailles décisives de Stalingrad et de Koursk, son leadership contribua à changer le cours de la guerre et à assurer la survie de sa nation. Partie 4. La fin de la guerre et le théâtre asiatique, 1944. La Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale, mais les cicatrices laissées en Europe étaient profondes. Les armées alliées avançaient à l'ouest, tandis que l'armée rouge, avec Alexandre Vassilievski comme l'un de ses principaux stratèges, écrasait les dernières résistances du Troisième Reich à l'est. En 1944, l'armée rouge était passée d'une force désorganisée au début de la guerre à une machine militaire imparable. Sous la direction de commandants comme Vassilievski, Zhukov et Rokossovski, les forces soviétiques étaient prêtes à lancer leur offensive finale contre le Troisième Reich. Alexandre Vassilievski, alors chef de l'état-major général, joua un rôle clé dans la planification de ces campagnes. À ce moment-là, son attention était concentrée sur deux objectifs principaux: libérer les territoires occupés par les nazis en Europe de l'Est et préparer l'assaut final sur l'Allemagne. Les offensives de l'armée rouge ne furent pas seulement brutales, elles furent aussi méticuleusement planifiées. En Biélorussie, l'opération Bagration, à laquelle Vassilievski joua un rôle crucial, fut lancée en juin 1944. Lors de cette opération, l'armée rouge détruisit le groupe d'armées centre-allemand, avançant sur des centaines de kilomètres et libérant Minsk. Ce fut un coup dévastateur pour les nazis et une démonstration supplémentaire de la capacité de Vassilievski à coordonner des opérations à grande échelle, combinant effets de surprise tactique et logistique impeccables. Avec la Biélorussie libérée, l'armée rouge continua son avancée vers l'ouest. Vassilievski supervisa la libération de la Pologne, un territoire d'une importance stratégique et émotionnelle, en raison des atrocités commises par le régime nazi. Les opérations pour prendre Varsovie et avancer vers les Balkans nécessitèrent une coordination parfaite entre les différents fronts. Et Vassilievski démontra une fois de plus sa capacité à diriger dans des scénarios complexes. À mesure que les Soviétiques libéraient des villes, l'armée rouge fut également confrontée aux réalités politiques de son avancée. Staline cherchait à consolider son contrôle sur l'Europe de l'Est, et Vassilievski, bien que concentré sur les opérations militaires, comprenait les implications stratégiques de chaque mouvement. Finalement, en avril 1945, les forces soviétiques encerclèrent Berlin. Bien que Vassilievski ne dirigeât pas personnellement les opérations dans la ville, son travail des mois précédents posa les bases logistiques et stratégiques du coup final porté au Troisième Reich. Le 2 mai 1945, Berlin tomba, et le 9 mai, l'Union soviétique célébra sa victoire dans la Grande Guerre patriotique. Pour Vassilievski, ce moment représenta l'aboutissement d'années de travail stratégique et de sacrifice, mais aussi le début de nouvelles responsabilités dans un monde en mutation. Alors que l'Europe célébrait la reddition allemande, en Asie, le Japon résistait encore. Lors de la conférence de Yalta, Staline avait promis aux Alliés que l'Union soviétique entrerait en guerre contre le Japon une fois le conflit en Europe terminé. Alexandre Vassilievski fut choisi pour diriger cette campagne. L'invasion de la Mandchourie, connue sous le nom d'opération Tempête d'août, commença le 9 août 1945. Vassilievski commanda personnellement plus d'1,5 million de soldats,
coordonnant 3 fronts différents pour attaquer les forces japonaises en Manchukuo depuis plusieurs directions. L'opération fut un déploiement magistral de vitesse et de coordination. En seulement 2 semaines, les forces soviétiques mirent en déroute l'armée du Kwantung, considérée comme la principale force militaire japonaise en Asie continentale. La campagne, qui combina l'utilisation de chars, de l'aviation et des mouvements rapides, fut étudiée comme un modèle de guerre éclair en terrain montagneux et complexe. La victoire en Mandchourie ne marqua pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais elle consolida également l'Union soviétique comme une superpuissance en Asie. Alexandre Vassilievski reçut de nombreuses décorations pour son leadership, notamment l'Ordre de la Victoire, l'une des plus hautes distinctions du pays. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Vassilievski avait joué un rôle central dans certains des événements les plus marquants du conflit. Des grandes offensives en Europe de l'Est à l'écrasante défaite du Japon en Asie, son héritage en tant que stratège militaire resta gravé dans l'histoire. Cependant, son ascension ne fut pas sans tension. Bien qu'il ait été largement salué, il dut aussi naviguer dans les complexités de travailler sous un régime autoritaire comme celui de Staline. Vassilievski sut trouver un équilibre entre les exigences politiques et militaires, restant focalisé sur ses objectifs stratégiques. Avec la fin de la guerre, l'Union soviétique émergea comme une superpuissance mondiale, et des figures comme Vassilievski jouèrent un rôle fondamental dans cette réussite. Sa carrière se poursuivit après-guerre, mais son apport le plus significatif restera celui d'un architecte clé de la victoire soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Partie 5. Héritage et vie postérieure d'Alexandre Vassilievski. La guerre était terminée. Alexandre Vassilievski, le brillant stratège qui avait joué un rôle crucial dans la victoire soviétique, faisait désormais face à un monde complètement différent. La lutte n'était plus contre des armées envahissantes, mais contre les tensions d'une nouvelle ère, la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Vassilievski ne disparut pas de la scène publique. Au contraire, sa carrière prit une nouvelle dimension. En 1949, il fut nommé ministre de la Défense de l'Union soviétique, un poste clé dans le contexte naissant de la guerre froide. Sa tâche principale était de consolider les victoires soviétiques, moderniser les forces armées et les préparer à un monde de plus en plus divisé entre l'Est et l'Ouest. À cette époque, l'ombre des États-Unis et de leurs alliés planait sur l'Union soviétique, et la course aux armements ne faisait que s'intensifier. Vassilievski releva le défi avec la même précision qu'il avait démontré sur les champs de bataille. Sous son commandement, des réformes structurelles furent mises en place dans l'armée rouge, mettant l'accent sur la modernisation technologique et l'intégration des tactiques apprises durant la guerre. Cependant, cette période ne fut pas exempte de défis internes. Durant son mandat en tant que ministre de la Défense, Vassilievski dut naviguer dans un environnement politique complexe. Staline, bien que victorieux, restait un leader paranoïaque, et le système soviétique était miné par des intrigues et des purges politiques. Bien que Vassilievski ait démontré sa loyauté au régime, il n'était pas à l'abri des tensions internes. Son approche pragmatique et son inclination pour l'analyse stratégique entraient souvent en conflit avec les exigences idéologiques de Staline, puis avec celles des autres dirigeants soviétiques. L'un des plus grands défis pour Vassilievski fut de maintenir la cohésion de l'armée alors que l'Union soviétique entrait dans une phase de militarisation croissante. Son expérience en matière de planification d'opérations massives fut inestimable, mais il fit aussi face à des critiques pour son manque d'habileté politique dans un système où la politique était une question de survie. En 1953, après la mort de Staline, Vassilievski fut remplacé au poste de ministre de la Défense. Bien qu'il continuât à occuper des fonctions secondaires au sein du haut commandement militaire, son influence directe sur les politiques soviétiques commença à décliner. Cela marqua le début de son retrait progressif de la vie publique. Alexandre Vassilievski, l'homme derrière l'uniforme, était réservé et profondément réfléchi. Dans ces dernières années, il se consacra à l'écriture de ses mémoires, où il détailla non seulement les batailles et campagnes qu'il avait dirigées, mais aussi les complexités émotionnelles et éthiques de la guerre. Dans ses écrits, on perçoit un homme qui comprenait le coût humain de chaque décision stratégique.
Bien qu'il fût fier de ses réalisations, Vassilievski exprima également des regrets pour les vies perdues au cours du processus. Pour lui, la guerre n'était pas une question de gloire, mais de devoir. Dans sa vie personnelle, Vassilievski entretint une relation étroite avec sa famille, bien que la guerre et sa carrière lui aient imposé de nombreux sacrifices personnels. Il prit sa retraite officielle dans les années 1960 et passa ses dernières années à Moscou, profitant d'une vie plus paisible, mais toujours entouré de reconnaissance publique. Le 5 décembre 1977, Alexandre Vassilievski s'éteignit à l'âge de 82 ans. Sa disparition marqua la fin d'une époque, mais son héritage demeura vivant. Il fut enterré avec les honneurs au cimetière de Novodievitchi, l'un des lieux les plus prestigieux de Moscou, réservé aux figures les plus illustres de la Russie. Depuis, sa contribution a été étudiée par des historiens et des stratèges militaires du monde entier. Sa capacité à coordonner des campagnes de grande envergure, comme Stalingrad et l'invasion de la Mandchourie, le place parmi les chefs militaires les plus remarquables du XXe siècle. Comparé à des figures comme Zhukov ou Rokossovski, Vassilievski se distingue par son approche méthodique et sa capacité à travailler en équipe. Son style de leadership, fondé sur une planification minutieuse et une logistique impeccable, a posé des jalons dans la stratégie militaire moderne. Aujourd'hui, Alexandre Vassilievski est rappelé non seulement comme un architecte de la victoire soviétique, mais aussi comme un homme qui comprenait la complexité de la guerre dans toutes ses dimensions. Son héritage perdure dans les académies militaires et les livres d'histoire, nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la stratégie et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. Avec cela se conclut notre biographie sur Alexandre Vassilievski. Un stratège, un leader et une figure clé dans l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire moderne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette biographie, n'oubliez pas de la partager et de nous laisser vos commentaires.